Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Madame Wafia Noukhairi, je suis professeure à l'Université Hassan II, Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de Casablanca. Alors aujourd'hui, je vous propose un chapitre dans le cadre de la gestion budgétaire, c'est le troisième chapitre relatif au budget des approvisionnements. Le plan que je vous proposerai par rapport à ce chapitre est qu'ensuite, les politiques d'approvisionnement, les coûts associés à une politique d'approvisionnement, puis les méthodes de gestion des stocks, et enfin le quatrième point, l'optimisation du budget d'approvisionnement qui fera l'objet d'une vidéo qui va suivre celle-ci. Je commence par une petite introduction. Alors la gestion des approvisionnements concerne normalement deux services dans l'entreprise. Le premier est le service magasin. Le deuxième, il s'agit du service achat. Au niveau du service magasin, s'effectue la gestion des stocks. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est-à-dire l'ordre de réquisition d'achat, lorsque le stock critique, par exemple, d'un article est atteint, le fait de tenir l'inventaire permanent, distribuer aux utilisateurs ce dont ils ont besoin. Donc c'est ça normalement le travail qui s'effectue dans le cadre du service magasin. Au niveau du service achat, il s'agit essentiellement de la sélection des fournisseurs, bien sûr qui vont offrir le bon rapport qualité-prix pour acheter une matière première de qualité. Ils font également la passation des commandes ainsi que la gestion des livraisons. Ces deux services, bien sûr, sont complémentaires et interdépendants. Au niveau du service achat, on passe la commande et on attend la livraison. Le service magasin s'occupe de la réquisition de cette marchandise ou de cette matière première, s'occupe également de l'inventaire permanent, la gestion du stock critique, etc. Et bien sûr, leur travail, il est complémentaire et indépendant. Alors, ils doivent fournir les matières premières en quantité et qualité suffisante, au moment voulu et au coût le plus bas. D'où l'intérêt de la gestion des stocks et la gestion des approvisionnements ainsi que leur budgétisation. Et ici, dans cette phrase, on remarque qu'il y a deux éléments à prendre en considération. Il y a d'abord le volet gestion, aussi bien la gestion des stocks au niveau du service magasin que la gestion des approvisionnements par le service achat. Et il y a également la budgétisation de ces approvisionnements en général. La gestion budgétaire des approvisionnements s'effectue en deux étapes. La première étape, il s'agit de la prévision des approvisionnements en fonction des modes de gestion des stocks retenus par l'entreprise. D'accord? Les modes de gestion, on va les voir tout à l'heure au fur et à mesure de l'avancement de notre chapitre. Alors pour le moment, on prend en considération le point qui concerne la prévision des approvisionnements des stocks qui sont retenus par l'entreprise, c'est-à-dire soit les différentes matières premières ou les différentes marchandises, etc. Une fois on passe cette étape de prévision, on passe par la suite à la valorisation du programme d'approvisionnement qui mène bien sûr à la budgétisation, c'est-à-dire le fait de budgétiser le budget, budgétiser l'approvisionnement. Alors, différentes politiques sont possibles en fonction de la cadence d'approvisionnement choisie. Le premier cas, on peut avoir par exemple un approvisionnement sur l'année, c'est-à-dire on s'approvisionne une seule fois par année, d'accord? Cette possibilité offre bien sûr des avantages et des inconvénients. On va expliquer à travers l'exemple suivant. On va supposer 4 trimestres, d'accord? Nous avons la consommation par trimestre qui est de
40 pour le premier trimestre, 35 pour le deuxième, 45 pour le troisième et 60 pour le quatrième trimestre. Alors, au total, on aura besoin durant toute l'année d'un approvisionnement de 180. Ok? Alors, si on décide de s'approvisionner une seule fois par année, ça veut dire qu'au début du premier trimestre, nous allons acheter toute la quantité dont on aura besoin. On va prendre 180. Je continue toujours le raisonnement sur la ligne. On va consommer 40 durant le premier trimestre et donc à la fin du premier trimestre, on aura un stock final de 140. D'accord? Le stock par rapport au stock moyen, c'est-à-dire le stock moyen qui existe durant ce premier trimestre. Je passe au deuxième trimestre, donc on aura un stock initial de 140. C'est ce qui est disponible actuellement. Nous allons consommer 35 et donc on aura à la fin du deuxième trimestre un stock final de 105. Pareil pour le troisième trimestre, on a 105 comme début. On consomme 45, ce qui nous laissera 60 à la fin du semestre. Et c'est ce qui sera consommé le quatrième trimestre. Et on aura à la fin de l'année un stock qui est égal à 0. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, cette politique d'approvisionnement présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Parmi ces avantages, c'est que on sera sûr que la matière à consommer sera disponible durant toute l'année, donc on n'aura pas de rupture de stock. Par contre, parmi ces inconvénients, c'est que ça nécessite des frais, notamment de stockage au niveau du magasin, etc. Deuxième politique, approvisionnement par trimestre. On aura donc 4 livraisons sur l'année au début de chaque trimestre. Vous avez par exemple le premier trimestre une consommation de 40. Alors on peut acheter par exemple 45 pour garder toujours un stock de sécurité. On va consommer 40 et il va nous rester à la fin 5. Le deuxième trimestre, on va acheter 50. On va consommer 35, ce qui nous laissera un stock final de 15. Le troisième trimestre, on va acheter 60. On va consommer 45, ce qui nous laissera un stock final de 15. Et le quatrième trimestre, on peut par exemple s'approvisionner on aura un stock initial de 60. Et c'est ce qu'on va consommer durant le quatrième trimestre. D'accord? Alors là aussi, cette politique présente des avantages et des inconvénients. Parmi ces avantages, c'est qu'on ne va pas supporter des frais de stockage, de magazine au niveau du magasinage. Mais on risque de tomber en rupture de stock si jamais le fournisseur n'arrive pas à nous livrer chaque début de trimestre. Donc, on dépend toujours effectivement de la livraison et il faudra également gérer les délais les dates de commande. Alors, pour une gestion économique des approvisionnements, un certain nombre de critères sont à prendre en considération. Et là, on va traiter justement le deuxième point relatif aux coûts associés à une politique d'approvisionnement. D'accord? C'est-à-dire par rapport à chaque politique d'approvisionnement choisie au sein de l'entreprise, il y aura des coûts qui seront associés. Et l'entreprise devra justement gérer ces coûts. Le premier coût qu'on a, c'est le coût de stockage. Il faudra normalement stocker les produits le moins possible pour diminuer ce coût. Deuxième coût, c'est le coût de lancement. Ça veut dire quoi? C'est le coût de lancement de la commande, le coût de passation de la commande. On veut approvisionner le moins souvent possible pour diminuer justement ce coût de lancement. Troisième point, vous avez les conditions commerciales négociées avec le fournisseur. Là aussi, il faudra les prendre en considération. Par exemple, si vous avez un fournisseur qui vous fait une offre et vous dit si vous achetez
une quantité supérieure, je vous fais une remise. Ou je vous offre une petite quantité de plus. Donc là, c'est des conditions commerciales qu'on peut négocier avec le fournisseur. Et dans ce cas, il faudra gérer ces différents coûts, c'est-à-dire prendre également en considération que si j'achète une grande quantité et je gagne en termes de remise, est-ce que je ne vais pas supporter de l'autre côté des coûts de stockage qui seront importants? Et enfin, vous avez les frais d'approche qui sont le transport, la douane et le transit, d'accord? C'est-à-dire si par exemple j'importe ma marchandise ou ma matière première de l'extérieur, je vais supporter des frais de transport, des frais de douane. Et donc ces éléments, il faudra les gérer et trouver un coût optimal. C'est ça le plus important au niveau de cette gestion budgétaire de l'approvisionnement, c'est le fait de trouver un coût optimal pour minimiser au maximum les frais d'approvisionnement. Donc ce coût global sera égal à quoi? Il sera égal au coût d'achat, d'accord, le coût d'achat de la matière première, plus le coût d'acquisition et le coût de possession. Ok? Et ce sont ces notions qu'on va justement détailler. Je commence par le coût d'acquisition. Le premier coût, on l'appelle coût d'acquisition ou également le coût de passation, d'accord? Coût d'acquisition de la commande ou bien coût de passation de la commande qu'on va nommer pour le calcul par la suite, c'est A. C'est quoi ce coût d'acquisition? C'est le coût global de fonctionnement des services achats, d'accord? Approvisionnement, réception et comptabilité fournisseur divisé par le nombre annuel de lignes de commande. C'est-à-dire qu'on prend en considération le coût global de fonctionnement du service achat, d'accord? Bien sûr, par rapport à l'année, qu'est-ce qu'on englobe dans ce coût de fonctionnement? On englobe tout ce qui est frais, charges au niveau de l'approvisionnement, tout ce qui est réception, comptabilité du fournisseur, donc les charges également du personnel qui travaille dans ce service approvisionnement. Tout ce coût, on le divise par le nombre annuel de lignes de commande. Si je commande par exemple 4 fois par année, je le divise par 4, c'est ce qui me donne le coût de passation par commande, bien sûr. Tous les frais liés à la commande et il est proportionnel au nombre de commandes. Alors le coût d'acquisition annuel, c'est le produit du coût de passation ou le coût d'acquisition unitaire par le nombre N de commandes passées pendant l'année. D'accord? Ce coût d'acquisition global que je supporte durant toute l'année, il est égal à quoi? Il est égal au coût d'acquisition unitaire, c'est-à-dire par rapport à une seule commande que je multiplie par le nombre de commandes totales. Je passe à la deuxième notion maintenant, ce qu'on appelle le coût de stockage ou également le coût de possession qu'on va nommer CP pour nos calculs. Alors, c'est quoi un coût de stockage? C'est le coût de l'argent immobilisé. Puisque lorsque j'achète de la matière première ou de la marchandise, je la stocke, d'accord? Et donc, c'est de l'argent qui est immobilisé et qui attend à ce qu'il soit vendu. Alors, ça englobe quoi comme frais? Ça englobe les frais d'entretien, manutention, magasinage, loyer du local dont je dépose la marchandise, l'assurance de cette marchandise, etc. La détérioration également, l'obsolescence. Des fois, lorsqu'on achète en grande quantité, on risque d'avoir des matières périmées, des matières qui ont vieilli, qui ne se commandent plus. C'est le cas, par exemple, surtout des produits liés à tout ce qui est technologique, par exemple les téléphones, les, les, les télévisions. À chaque fois, il y a des nouveautés, des nouveaux modèles. Et donc, automatiquement, on risque, si on achète en grande quantité,
on risque de se retrouver avec des matières qui ne se commandent plus. Et ça aussi, ça rentre dans le cadre du coût qu'on va supporter. Il y a également le coût de possession qui est proportionnel bien sûr à la valeur du stock moyen. Et c'est de là qu'on va tirer notre formule. Alors le coût de possession, il sera égal à quoi? Ça sera le taux de possession annuel fois le stock moyen. D'accord? Le stock moyen, c'est un petit peu la notion qu'on a vue tout à l'heure au niveau des tableaux. Le stock moyen, c'est-à-dire en moyenne de combien on dispose dans notre magasin, qu'on multiplie par un taux de possession annuel qui est sous forme d'un pourcentage. Troisième coût, c'est le coût de pénurie ou le coût de rupture de stock. C'est quoi ce coût de pénurie? Alors, les erreurs de prévision, l'incertitude sur les délais de livraison pour le fournisseur peuvent conduire dans certains cas à une insuffisance temporaire d'approvisionnement. C'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Des fois, alors comme inconvénient justement par rapport à la méthode d'approvisionnement de plusieurs fois durant l'année, parmi les inconvénients, c'est ça. On risque soit d'avoir des erreurs en termes des prévisions et donc de se retrouver en rupture de stock. On risque également d'avoir des retards de livraison de la part de notre fournisseur. Et tout ça, ça peut causer une insuffisance temporaire en termes d'approvisionnement, ce qui va se répercuter sur des délais tardifs au niveau de la production et même au niveau de la distribution, surtout si on est tenu par des commandes. L'évaluation de ce coût est difficile. Il peut englober le coût d'opportunité lié à des ventes manquées ou encore un déficit d'image commerciale induit par des retards de livraison. Alors, ce coût, bien sûr, on ne peut pas l'évaluer à travers des calculs, à travers une formule, mais ça, on peut l'estimer soit à travers le coût d'opportunité qu'on a manqué à travers des ventes qui n'ont pas été satisfaites, ou un déficit d'image commerciale dû au retard de livraison. On va prendre un exemple pour voir comment on calcule ces coûts associés à une politique d'approvisionnement et on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. L'exemple précédent, alors le premier cas c'est un approvisionnement durant l'année, d'accord? Et le deuxième cas c'est un approvisionnement par trimestre, c'est-à-dire qu'on aura 4 approvisionnements durant l'année. Alors la suite de l'exercice, on va supposer que les coûts soient coût de passation des commandes 50 000 dirhams par commande et le coût de stockage, ça va être 2 dirhams par unité et par année. On vous demande de calculer le coût de gestion associé aux deux politiques d'approvisionnement. Donc on va calculer le coût de gestion de ce stock pour le premier cas, le cas d'un approvisionnement par année, et également pour le deuxième cas. Alors, le coût, on a dit le coût de gestion, il est égal à quoi? Il est égal au coût de passation plus le coût de possession. D'accord? C'est les éléments qu'on peut éventuellement calculer. Le coût de passation ou de lancement de la commande plus le coût de possession. Par rapport à la première politique d'approvisionnement, une fois par année, le coût de gestion sera égal à quoi? Sera égal au coût de passation. Ici, vous remarquez qu'on a mis 50 000, c'est parce qu'on a un seul approvisionnement, c'est-à-dire une seule commande durant l'année. Donc 50 000 plus quoi? Plus le coût de possession. Le coût de possession est égal à quoi? Il est égal au stock moyen fois le taux ou le prix unitaire. Donc on va prendre pour le premier cas, vous avez le stock moyen, on prend bien sûr le stock moyen 160 plus 122,5 plus 82,5 plus 30 qu'on va diviser par 4. Pourquoi? Parce qu'on a 4 trimestres pour avoir le stock moyen de l'année.
et on va le multiplier par 2, ce qui nous donne un coût de gestion de 50 197,5 dirhams. Maintenant, par rapport à la deuxième politique d'approvisionnement, 4 fois par année, voilà, nous avons le coût de gestion qui sera égal au coût de lancement. Et si on remarque que nous avons 4 lancements durant l'année, donc 50 000 fois 4, plus, encore une fois, on calcule le stock moyen par rapport à cette politique d'approvisionnement et on aura 25 plus 32,5 plus 37,5 plus 30 divisé par 4 fois 2, ce qui nous donne un coût de gestion de 200 062,5 dirhams. Je passe maintenant au troisième point, relatif aux méthodes de gestion des stocks. Alors, il consiste à déterminer les stocks qui feront l'objet d'un suivi rigoureux de la part des responsables des services des approvisionnements. Et là, on peut utiliser plusieurs méthodes, notamment soit la méthode 20-80, soit la méthode ABC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'entreprise, par exemple, dispose de plusieurs matières premières en stock ou plusieurs marchandises, plusieurs produits en stock, elle ne peut pas gérer de manière rigoureuse tous les articles. Bien sûr, elle doit choisir une méthode qui va lui permettre de gérer les articles les plus importants. Je commence par la première méthode 20-80. Alors, dans un stock global, on classe les articles par ordre décroissant des valeurs de leur consommation annuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre, par exemple, 20% des articles qui représentent souvent 80% de la consommation globale. D'accord? Et que 80% des articles représentent 20% de la consommation en question. L'entreprise, généralement, elle dresse un tableau où elle va classifier ces articles, d'accord, son stock sous forme d'articles, par exemple A, B, C, etc., ou 1, 2, 3, et elle va voir quels sont les articles qui représentent, par exemple, 20%, mais qui sont consommés à hauteur de 80%. Alors, ces articles qui sont consommés à hauteur de 80% sont des articles qui sont très importants, d'accord? Sont très importants au sein de l'entreprise, donc ils nécessitent un suivi rigoureux. Et de l'autre côté, on peut avoir des articles qui représentent 80%, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles en grande quantité, mais qui ne sont consommés qu'à hauteur de 20%. Alors, ces articles peuvent, par exemple, faire l'objet d'un suivi moins rigoureux au niveau du service magasin. Donc, il faudra porter plus d'efforts de gestion sur une minorité d'articles qui représentent 20%, mais qui représentent la majorité, soit en termes de valeur, soit en termes de consommation. D'accord? L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, donc ça représente 80% de la consommation globale au sein de l'entreprise, ou bien si ces articles représentent 80% en termes de valeur, c'est-à-dire ce sont des articles qui sont très chers. Ces articles-là, ces produits, ça nécessite un suivi qui est plus... La deuxième méthode, c'est la méthode ABC. Là, justement, l'entreprise regroupe encore une fois ces articles en plusieurs rubriques, par exemple ABC. Vous avez pour le groupe A, ça représente 15% du volume, d'accord? Mais de l'autre côté, vous avez 60% en termes de valeur, d'accord? C'est-à-dire, encore une fois, c'est une petite quantité, 15% de volume, mais leur valeur est très importante. Groupe B, par exemple, là, il y a un équilibre entre la quantité et la valeur, 25%. Et le groupe C, 60% du volume représente, par exemple, uniquement 15% de la valeur. Alors, la classification ABC des stocks, son principe, c'est de consacrer une grande attention aux unités les plus importantes sans négliger les moins importantes. C'est-à-dire,
qu'on va les suivre et il y aura toujours une gestion par rapport à cette rubrique d'articles qui représentent beaucoup de volume et moins de valeur, sauf que ça ne va pas faire l'objet d'un suivi qui est très très important. Connu sous le nom d'analyse de Pareto, consiste à classer les unités en ordre décroissant d'importance, suivant un critère donné, puis à découper des catégories que l'on désigne par A, B, C, etc. D'accord? Alors là, comme on l'a précisé, ça consiste à classer des unités en ordre décroissant d'importance selon le critère qui sera retenu par l'entreprise. Le critère peut être soit la valeur de cet article, est-ce qu'il est cher ou pas, ou bien ça peut être son pourcentage de consommation au sein de l'entreprise, est-ce qu'il est très important, et donc il ne doit jamais, cet article ne doit jamais être en rupture de stock. Alors, toujours par rapport à la méthode ABC, la division des stocks en plusieurs catégories ABC constitue la première étape valable d'un plan d'action axé sur une gestion efficace des stocks. La catégorie, bien sûr, la plus importante sera la classe A et ainsi de suite. Pour déterminer l'appartenance à une catégorie, c'est-à-dire comment on va dire que cet article va appartenir à la catégorie A ou bien B ou bien C, il s'agit premièrement du volume d'utilisation annuel de chacun des articles. Donc l'accent est mis sur les articles à forte demande interne ou externe. Donc les articles qui sont vraiment vitaux, qui doivent toujours exister au sein de l'entreprise, automatiquement on va les mettre dans la catégorie A. Le deuxième critère également, vous avez la valeur moyenne des unités gardées en stock. Ce critère suppose qu'il est préférable de déployer plus d'efforts pour les articles qui représentent un investissement monétaire considérable. C'est ce que j'ai expliqué, c'est par rapport à leur valeur monétaire. Lorsqu'on fait un investissement important par rapport à une catégorie de produits, automatiquement, ça doit nécessiter un suivi rigoureux en matière de gestion de stock. Vous avez également le nombre de mouvements en stock, c'est-à-dire les produits ou les articles qui bougent beaucoup dans le stock, c'est-à-dire qui sont souvent utilisés. Là aussi, ça doit faire l'objet d'un suivi important. Et enfin, le volume des ventes. D'accord? Par exemple, une entreprise commerciale, elle commercialise 3 articles. Qu'est-ce qui va constituer la catégorie A pour celle-ci? C'est justement les produits qui sont le plus vendus sur le marché, en fonction bien sûr de leur chiffre d'affaires. Alors le groupe A, il s'agit des approvisionnements standards qui représentent 60% des consommations pour 10 à 15% de référence en termes de quantité. Et ça fait l'objet de gestion rigoureuse visant à minimiser les coûts. Le groupe B, il s'agit des approvisionnements courants, gestion plus souple fondée essentiellement sur le stock alerte. Alors pour la première catégorie, il y a une gestion rigoureuse parce qu'ils sont trop consommés, donc ils doivent toujours exister dans le magasin. Pour le groupe B, ce sont les approvisionnements courants, c'est-à-dire les produits qui se vendent de manière courante. Là, leur gestion va être un peu plus souple et ça va être fondé essentiellement sur le stock alerte. Le stock alerte, c'est-à-dire c'est un niveau. Une fois on atteint ce niveau par rapport à la quantité de ce produit, une fois on atteint le niveau, euh, on doit être alerté pour passer une autre commande. De toute façon, cette notion de stock alerte, on va la détailler juste après. Troisième groupe, c'est le groupe C. Là, c'est les approvisionnements exceptionnels, c'est-à-dire qu'ils ne se vendent pas couramment. Plus de 60% des références pour moins de 10% de consommation. Donc, ils sont vendus à la consommer exceptionnellement et qui représentent une quantité importante en termes de références. Et là, pas de gestion de stock qui est exigée puisque généralement, ça sera disponible dans le magasin.
Voilà, j'arrive maintenant à cette notion de stock alerte qui est une notion qui est très 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 importante dans dans la gestion des approvisionnements. Alors, qu'est-ce qu'un stock alerte? C'est la quantité en stock au moment du déclenchement d'une commande, pendant le délai de livraison, d'accord, majoré du stock de sécurité. C'est-à-dire, je prends en considération mon délai de livraison. Je sais par exemple que mon fournisseur me livre, c'est-à-dire une fois je passe la commande, par exemple je passe la commande aujourd'hui, il va me livrer dans 15 jours. Donc j'ai un délai de livraison qui est de 15 jours. Alors ce délai, je dois le prendre en considération. Je ne dois pas être en rupture de stock. Donc dans mon stock alerte, quelle est la quantité que je dois avoir? Je dois avoir la quantité que je vais consommer durant ces 15 jours avant que je sois livré par mon fournisseur. Alors cette quantité à laquelle j'ajoute un stock de sécurité, d'accord? Le stock de sécurité, c'est quoi? C'est un stock minimum que je laisse toujours dans mon entreprise, d'accord? Si jamais il y aura un petit retard, par exemple, mon fournisseur dépasse le délai de 15 jours, j'aurai une petite quantité en stock. Ça s'appelle le stock de sécurité qui me permettra de fonctionner avant la réception de livraison. C'est important de connaître ce stock afin de contrôler l'écoulement du stock, passer les commandes au moment opportun en vue d'éviter toute rupture de stock. Il est appelé aussi stock de réapprovisionnement ou le point de commande. Le point de commande, c'est-à-dire le jour où je dois passer commande à mon fournisseur. Que doit couvrir ce stock alerte? Trois éléments essentiels. D'abord, la consommation normale pendant la période de réapprovisionnement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La période de réapprovisionnement, c'est ce délai de livraison. Donc, si par exemple, moi, au sein de mon entreprise, je sais que durant 15 jours, par exemple, je consomme 200 unités. Donc, automatiquement, je dois garder cette quantité de 200 qui est la consommation normale pendant la période. D'accord? Ce stock alerte doit également prendre en considération une accélération éventuelle de la demande pendant cette période. Alors, supposons, comme on a dit, moi je consomme durant 15 jours 200 unités, mais si jamais il y a eu une accélération éventuelle de la demande, est-ce que je peux y faire face? Donc, je dois prendre en considération cette éventualité. Et enfin, les incertitudes sur le délai de livraison en cas de retard. C'est pour ça qu'on dit qu'au niveau du stock alerte, on doit également inclure un stock de sécurité qui prend en considération aussi bien les incertitudes en termes de délai de livraison et les accélérations éventuelles de la demande. Le stock alerte, il est égal à quoi? Il est égal à la consommation pendant le délai de livraison auquel on ajoute un stock de sécurité. On l'appelle également stock critique, stock alerte ou stock critique, c'est la même chose. Alors, c'est égal également à la consommation par jour fois le délai de livraison. C'est la même formule, sauf que dans la première, nous avons la consommation pendant le délai de livraison, c'est-à-dire tout le délai de livraison, par exemple 15 jours, globalement combien on consomme. Sinon, on va prendre la consommation par jour, par exemple chaque jour je consomme, on va dire 20 unités, je la multiplie par le délai de livraison, auquel bien sûr j'ajoute toujours le stock de sécurité. On va prendre un exemple pour mieux comprendre ces calculs. Alors, soit un stock actif mensuel de 450 unités du produit et un stock de sécurité de 75 unités. Si le délai de livraison des fournisseurs, par exemple, est de 15 jours, on vous demande de déterminer le stock critique. Alors là, on dispose de quelles informations?
Vous avez le stock actif mensuel, c'est-à-dire par mois, je consomme, la consommation normale est de 450 unités. Et vous avez le stock de sécurité qui est fixé par l'entreprise, d'accord? Ça reste une estimation euh, du, de la personne qui gère l'approvisionnement et qui a été estimé dans notre exemple à 75 unités. Si le délai de livraison des fournisseurs est de 15 jours, quel sera notre stock critique? Alors, je vous propose comme élément de corriger. D'un côté, nous avons le stock actif qui est de 450 produits par mois. Nous avons un rythme de consommation, on va le calculer, ça sera de 450 divisé par 30 jours pour avoir 15 produits par jour. Chaque jour, on consomme 15 produits, 15 articles. Ça, c'est le rythme de consommation. Le délai de livraison, comme ça a été annoncé dans l'exercice, c'est 15 jours. Et on calcule normalement, donc notre stock critique minimal, ça sera de combien? Ça sera 15 produits qu'on consomme par jour, fois les 15 jours relatifs au délai de livraison, auquel on va ajouter le stock de sécurité, ce qui nous fera 300 produits. Donc, quand le niveau de stock va atteindre 300 produits, c'est-à-dire lorsque dans notre magasin, cet article X va arriver à 300 unités, automatiquement l'entreprise doit déclencher une commande. Et à travers justement les systèmes d'information, ça paraît, c'est facile à gérer parce que au niveau des tableaux sur Excel ou bien sur une autre application de gestion de stock, on peut une fois on atteint ce stock, automatiquement, ce niveau, automatiquement, ça va déclencher une alerte. C'est pour ça qu'on appelle un stock alerte. La consommation pendant la période de réapprovisionnement, ça sera égal à stock critique moins stock de sécurité, c'est-à-dire 300 moins 75. Et donc, ça sera de 225 unités. C'est ce qu'on va consommer durant les 15 jours, la période de réapprovisionnement. Voilà, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une vidéo qui va suivre celle-ci et qui sera consacrée au quatrième point relatif à l'optimisation du budget d'approvisionnement. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage.